Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. dans ce nouveau lundi du CEP, nouveau webinaire ce lundi 15 novembre. Alors, quelques règles et consignes. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions » qui est sur la droite de votre écran et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pourrez également noter les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus de manière à ce qu'elles soient vraiment bien visibles pour nous. Donc, s'il y a certaines questions qui vous semblent être importantes et intéressantes, n'hésitez pas à voter pour ces questions. Alors, les lundis du CEP, qu'est-ce que c'est? C'est une série de webinaires en ligne 100% gratuits qui se déroulent, comme son nom l'indique, tous les lundis et qui s'adressent aux salariés, aux indépendants, autour de thématiques qui concernent l'évolution professionnelle. Ce sont donc des webinaires qui ont lieu tous les lundis. Vous avez la programmation sur les sites régionaux des services CEP. Et ce sont des webinaires animés par des experts que nous sommes aujourd'hui. Et bien entendu, vous avez la possibilité de voir en replay tous les webinaires qui ont déjà eu lieu et puis vous verrez aussi la programmation des prochains. Aujourd'hui, donc lundi 15 novembre, on va traiter la question de la démission et plus exactement du dispositif démissionnaire. Démissionner pour changer de vie, comment faire? Vous souhaitez vous lancer vers un nouveau projet professionnel et vous êtes en activité, mais connaissez-vous le dispositif démissionnaire? On va essayer de vous dire tout ce qui nous semble être utile et important lors de ce webinaire. Donc, je suis Alice Denmanivon, je suis manager de groupement pour le réseau EVA, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Et pour animer ce webinaire, je suis accompagnée de Pascal Peyret. Référent de parcours Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, heureux Alice de te retrouver et d'être de nouveau associé à ces lundis du CEP. Donc j'ai bien compris que je rentrais dans la case des experts. Exactement, un expert. Merci à toi Pascal pour ta présence ce matin. Alors allons-y, quelques éléments de contexte. Ce dispositif d'émission reconversion, il est né de la dernière réforme qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui date du 5 septembre 2018 et qui a créé un nouveau droit, la possibilité pour un salarié de démissionner et de recevoir l'allocation chômage, donc l'aide au retour à l'emploi, l'ARE. Mais pour cela, il faut répondre à certaines conditions qu'on va bien entendu vous détailler au maximum pour que vous ayez toutes les informations. Donc, ce dispositif, il est né de la dernière loi et il est réellement né au mois de novembre 2019 où on a pu monter les premiers dossiers de démission reconversion. Pour en bénéficier, il faut, alors il y a pas mal de critères, vous verrez, mais déjà il faut être en CDI. Il faut justifier de 5 ans d'ancienneté professionnelle et on va passer un petit peu de temps pour revenir sur les éléments d'ancienneté. Et puis, il faut avoir un projet de reconversion qui implique soit une reprise de formation pour se reconvertir, soit créer ou reprendre une entreprise. On ne va pas juste démissionner parce qu'on en a marre de travailler au même endroit. Non, il faut forcément que ce dispositif il soit mobilisé si on a un projet de reconversion qui passera donc soit par une reconversion formation, soit par la création ou la reprise d'une entreprise. Et il y a des étapes, et ces étapes, elles sont vraiment importantes à respecter. Donc, elles sont schématisées ici et on va les reprendre une par une dans le détail. Mais avant toute chose, il faut vérifier que vous remplissez bien les conditions pour pouvoir solliciter ce dispositif. Donc, les conditions, on va le voir, c'est notamment avoir bien les conditions d'ancienneté et on va le détailler par la suite. Il faut, dans l'étape 2, avoir eu recours, avoir pris rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle avant la démission. C'est pareil, on va le reprendre un peu plus dans le détail, mais la démission, elle est vraiment à prendre à la date de sortie de l'entreprise. Ce n'est pas le préavis, c'est vraiment la date de sortie. Maintenant, vous le verrez, on vous conseille toujours de prendre un maximum de précautions. Plutôt vous prenez rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle et plus sûres seront vos démarches par la suite. L'étape suivante, une fois que vous avez vérifié que vous êtes éligible et que vous avez pris rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle, ça va être de faire valider le caractère réel et sérieux de votre projet. Et ce caractère réel et sérieux sera vérifié par
la commission paritaire de transition pro. Donc, il y en a une dans chaque région. Nous, on est de la Nouvelle-Aquitaine, mais les informations qu'on vous donne, elles sont bien sûr valables sur tout le territoire. Donc, pour bien que vous compreniez quels sont les enjeux et quels sont les critères de lecture de votre dossier, Pascal pourra détailler, dans le cas des formations et dans le cas de la création reprise d'entreprise, quels sont les critères de lecture de votre dossier et comment est-ce qu'on va apprécier le caractère réel et sérieux de votre projet. Et enfin, une fois que vous avez obtenu votre attestation, vous avez le droit de vous inscrire comme demandeur d'emploi dans les 6 mois qui suivent la remise de l'attestation par Transition Pro. Donc, il suffit de vous inscrire à Pôle emploi. Et on vous conseille d'aller voir le site. Il y a un site de référence, c'est démission-reconversion.gouv.fr. Le .gouv, il sécurise, il veut dire que c'est un vrai site internet avec des informations tout à fait fiables et mises à jour très régulièrement. Donc, si vous vous posez encore des questions à l'issue de ce webinaire, le moins possible, on espère. En tout cas, sachez que vous pouvez aller sur le site démission-reconversion.gouv.fr pour y trouver toutes les informations qui vous seraient utiles. Et notamment, il y a une foire aux questions aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter. C'est vraiment le site de référence. Il y a aussi le site de Transition Pro qui est très bien fait, évidemment, mais on va en parler par la suite. Alors maintenant, on va prendre vraiment chaque étape. Et la première étape, c'est de vérifier que vous avez bien le droit de constituer votre dossier et que vous possédez bien les 5 années d'ancienneté en tant que salarié. Donc, on l'a dit, il faut être en CDI au moment où vous montez votre dossier et les expériences qui vont être prises en compte dans les 5 ans, ce sont bien les expériences des contrats de droit privé, uniquement. Donc attention, si vous travaillez pour un employeur public ou parapublic, du type SNCF, La Poste, Pôle emploi, etc., il faudra aller vérifier auprès de votre service RH où est-ce que votre assurance chômage a été cotisée, parce que selon les cas, vous ne serez pas éligible à ce dispositif. Donc ça fait partie des précautions qu'il faut prendre. Si vous avez bien un contrat de droit privé et que vous cumulez bien 5 ans d'ancienneté, c'est-à-dire 1300 jours travaillés au cours des 60 derniers mois, eh bien, vous pourrez monter votre dossier. La condition d'ancienneté, elle sera vérifiée par Pôle emploi au moment de votre inscription sur la base des justificatifs que vous allez remettre et elles seront appréciées à la date de la démission effective. Donc, une fois le préavis effectué et que vous êtes vraiment sorti de l'entreprise. Les expériences qui sont comptabilisées, elles peuvent aussi prendre en compte des expériences qui sont à temps partiel. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas à temps plein qu'on ne couvrira pas les 1300 jours travaillés au cours des 60 derniers mois. Donc, il y a cette possibilité-là, qu'on soit à temps plein ou non, on peut être éligible. Et dans tous les cas, il faut quand même travailler 1300 jours sur 60 mois, ça veut dire qu'on a très peu d'interruptions, très peu de coupures. En gros, on ne dit pas plus d'une semaine entre 2 contrats. Concrètement, sur la slide suivante, vous allez voir, on vous renvoie sur le simulateur du site de Pôle emploi. Encore une fois, il vaut mieux vous conseiller d'aller voir les sites de référence. Et le site de référence en la matière, c'est bien le site de Pôle emploi. Dans les 1300 jours travaillés, on va quand même avoir la possibilité de prendre en compte certains types d'absences. Les absences qui sont prises en compte, ce sont les absences qui donnent lieu à une rémunération ou une indemnisation, par exemple les arrêts maladie, les congés maternité ou parentaux. Ce type d'absence ou les absences qui sont prises au titre d'un projet de transition professionnelle, donc anciennement le CIF, mais donc vous partez en formation et vous êtes payé, tout ça, ça sera pris en compte dans les 1300 jours. Les absences, en fait, qui ne sont pas du tout prises en compte, ce sont les congés sabbatiques et les congés sans solde, donc qui ne donnent lieu à aucune rémunération ou indemnisation. Et là, pour le coup, sur la période des 60 mois, si vous excédez, alors à la louche, on dit 1 mois, vous êtes sûr que votre dossier ne passera pas. Mais dans le doute, parce qu'en fait, les 60 mois, il faut les prendre quand même en compte en fonction de la période de référence, c'est-à-dire qu'en fonction des années bissextiles, des jours fériés, des jours travaillés, ça peut un petit peu bouger. Donc, dans le doute, on se réfère à un seul site, c'est le simulateur de Pôle emploi. Donc, la rubrique « Estimer mes allocations » que vous voyez. Et là, vous allez rentrer tous vos contrats. Comme ça, si vous avez un petit doute, et même si vous n'en avez pas, en fait, nous, on va vous le conseiller quand vous prendrez rendez-vous auprès du conseiller en évolution professionnelle, c'est d'aller faire cette estimation
de générer l'attestation que le site de Pôle emploi va vous estimer. Comme ça, ce document, vous l'avez avec vous. En cas de souci par la suite, vous pourrez toujours le présenter à Pôle emploi. Et dans tous les cas, on vous conseille de vérifier ça au préalable. J'insiste beaucoup parce que très régulièrement, on se retrouve avec des personnes qui pensent que les 5 ans, ils les ont, que ça va passer, les 1300 jours, et puis qui ont une très mauvaise surprise au moment de l'inscription à Pôle emploi. Et donc, pour éviter toute déconvenue, on vous conseille d'ores et déjà, vous allez sur le site de Pôle emploi et vous faites votre simulation. Étape 2, il faut avoir eu recours au CEP avant la démission. Donc, la date de démission, comme je l'ai évoqué, c'est le terme du préavis, c'est la sortie effective de l'entreprise. Dans tous les cas, le plus tôt possible, prenez rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. Ce sera l'occasion de bien poser votre situation, votre projet et de vous assurer que vous faites bien tout dans les règles et dans l'ordre. Comme vous le voyez, puis on le reprendra vers la fin du webinaire, le conseil en évolution professionnelle, il y a différents opérateurs. Nous, Réseau EVA, on va accompagner les salariés et les indépendants non cadres. L'APEC pourra accompagner les cadres dans la constitution du dossier d'émission-conversion et les Cap emploi pourra accompagner les personnes en situation de handicap. Ce sont ces 3 opérateurs-là du CEP qui sont habilités à vous accompagner sur ce dispositif. On le verra par la suite. Il y a 2 autres opérateurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle, c'est Pôle emploi et les missions locales, mais ils ne sont pas concernés sur l'accompagnement de ce type de dossier-là. Le conseil en évolution professionnelle, vous le savez sûrement, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et cela va vous permettre d'étudier l'ensemble des solutions pour mener à bien votre projet. Vous pouvez arriver avec cette idée de démissionner à tout prix et puis finalement, en fonction du projet que vous aurez, peut-être qu'on va prendre le temps d'examiner toutes les possibilités, effectivement, et se dire, oui, ce dispositif, il est tout à fait adapté à votre situation ou peut-être qu'il y a des alternatives que vous n'avez pas encore identifiées et ce sera l'occasion de regarder toutes les possibilités pour atteindre votre objectif. Le conseil en évolution professionnelle va aussi vous permettre d'assurer que vos risques sont évalués et que vous avez envisagé tous les aspects de votre projet de reconversion. On a en tête qu'à terme, si vous obtenez le caractère réel et sérieux de votre projet, vous irez vous inscrire à Pôle emploi. Donc, vous allez changer de statut, vous serez demandeur d'emploi, indemnisé, avec peut-être une formation à financer. Donc, on va vous accompagner au préalable à aller vérifier que tout est maîtrisé et que vous savez exactement comment les choses vont se passer par la suite pour ne pas avoir de mauvaises surprises, encore une fois, au moment de votre arrivée à Pôle emploi. Et puis, on va vous aider à vérifier que tous les engagements sont bien respectés, que vous vous donnez bien les moyens de présenter à la commission le meilleur dossier possible et que vous allez mobiliser tous les services qui étaient mobilisables. Pour pouvoir constituer votre dossier, et puis Pascal va prendre ensuite la parole pour vous détailler ce qui sera attendu par la commission, vous allez avoir un dossier à constituer. Donc, un dossier qui sera dématérialisé, on va le voir, et vous allez avoir un volet que vous avez sous les yeux à présenter à la commission paritaire à Transition Pro. Donc, il y a 2 types de volets, un volet pour la formation et un volet pour le projet de création de reprise d'entreprise. Donc, en fonction de votre situation, vous allez choisir un des 2 dossiers qu'il faudra compléter. Et ce document-là, il va être très important parce qu'il va vous permettre de prouver à la commission que vous avez un projet qui tient complètement la route, que vous avez pris le temps de faire toutes les démarches nécessaires, que si c'est un projet de formation, vous avez comparé les offres de formation, que la formation que vous avez choisie pour atteindre votre objectif qui est d'exercer tel métier, c'est tout à fait adapté, que vous avez en tête le montant du devis de la formation, que vous savez comment vous allez le financer, etc. Que peut-être vous avez aussi fait des enquêtes métiers, peut-être même une PMSMP, un stage pour valider votre projet. Bref, vous allez pouvoir y noter à l'intérieur tous les éléments qui permettront à la commission d'évaluer la qualité de votre projet. Et le conseiller en évolution professionnelle va co-signer ce document. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir co-rédiger. Le projet, c'est bien sûr vous qui êtes en capacité de le présenter, mais le conseiller va vous aider à présenter de la meilleure façon possible votre projet, donc soit de formation, soit votre projet de création ou reprise d'entreprise, avec en tête quelle est la grille de lecture de la commission, quels sont les attendus. Et nous, au titre du conseil en évolution professionnelle, on sera là vraiment pour que vous puissiez
optimiser vos chances et minimiser vos risques. Formule préférée de Pascal. Donc voilà pour les 2 premières étapes. Et du coup, je vais passer la parole à Pascal pour qu'il puisse vous en dire plus sur les attendus de la commission. Bon, déjà, tu as bien défini le cadre de ce dispositif qui rentre dans cette nouvelle loi et donc de ce nouveau droit qui permet légitimement à un salarié en CDI de démissionner dans le cas d'un projet formation, création d'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à rappeler, c'est quand même ce nouveau droit. Donc après, la mise en œuvre, tu en as donné déjà les grandes lignes sur tout ce qui est de l'ordre de la recevabilité, de l'accès à ce droit. Une fois qu'on a fait vérifier bien tout ça en amont, après, ça prend la forme d'un dossier qui va être déposé auprès de nos services. Alors, tu l'as bien dit, il y a 18 transitions pro sur le territoire national. Donc, on va s'adresser à l'association Transition Pro de sa région, préférentiellement. Donc, si on est de la Nouvelle-Aquitaine, on va aller sur Internet chercher Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. La première chose qu'il va falloir faire, c'est créer un espace personnel. Bon, comme dans tout site aujourd'hui, on crée une petite fiche bénéficiaire avec des éléments d'état civil, des éléments qui indiquent la formation, le nom de l'entreprise, enfin bon, des choses classiques. Par contre, à ce moment-là, la personne va dans un menu déroulant qui est sur le côté, il va choisir dispositif démissionnaire parce qu'on ne gère pas que ce dispositif. Mais en l'occurrence, donc la personne va choisir cet onglet-là et à ce moment-là, il va se laisser guider pour la constitution de ce dossier dématérialisé. Donc la première chose notamment qui va lui être demandée, c'est quel est le CEP. Donc justement pour vérifier qu'il a bien vu un conseiller en évolution professionnelle avant d'envisager la démission. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose du dossier, ça va être de choisir si ce projet d'émission vise une formation ou est-ce que ce projet d'émission vise plutôt une reprise, une création d'entreprise. Donc là, il faut choisir les options et encore une fois se laisser guider par ce dossier dématérialisé. Une petite subtilité sur la partie création. Oui, c'est que en fait, la création ou la reprise peut être envisagée sans formation préalable ou avec formation préalable. Donc voilà, il y a une petite option que l'on choisit si on a besoin ou si on n'a pas besoin. Mais en tout cas, il y a 2 formulaires, on l'a vu, qu'on va co-rédiger avec le conseiller en évolution pro. C'est le formulaire formation ou le formulaire création. Et donc, dans le cas d'un projet qu'on montrait de création d'entreprise dans lequel il pourrait y avoir de la formation, on est quand même bien sur le choix du formulaire création. C'est ça qui prévaut. C'est important de le préciser parce que parfois, on est un peu démunis. On se retrouve avec 2 formulaires et 3 cases à cocher. Là, on se dit bon. Donc, ce qui compte, c'est la création. Bon, alors une fois que voilà, on a frappé à la bonne porte. Donc, en fonction du projet, il va falloir associer à ce dossier des documents qui sont obligatoires pour en apprécier le caractère réel et sérieux. Donc, si on est dans le cadre d'une formation reconversion, il va falloir choisir le programme de la formation visée, il faudra mettre le devis, éventuellement les tests de positionnement, disons que, en clair, si la personne est admise, à la capacité d'intégrer et de suivre ce cursus, et puis, bien sûr, les éléments du marché de l'emploi qui permettent d'apprécier les perspectives d'emploi à la clé. Ça, c'est dans le cadre de formation, reconversion. Maintenant, si c'est des missions pour création, reprise d'entreprise, à ce moment-là, il va falloir ajouter comme document l'étude de marché qui permette d'en apprécier la faisabilité, qui est bien un marché en rapport, donc une étude de l'offre, une étude de la concurrence, mais aussi d'y mettre aussi des éléments financiers, tel qu'un business plan qui va permettre à la commission d'en apprécier la viabilité. Donc, en fonction du choix, un certain nombre de documents à transmettre obligatoirement.
pour que la commission puisse formuler son caractère, ce caractère réel et sérieux. Donc, on va essayer de reprendre les différents cas de figure. Donc, concernant une formation, une démission pour formation. Là, il n'y a pas une obligation administrative pour que la formation visée soit certifiante au sens commun qu'on entend, nous, c'est-à-dire inscrit au RNCP, au répertoire spécifique. Bon, non, ça peut être une action de formation au sens large qui n'a pas forcément comme objectif l'obtention d'une certification à la clé. Non plus, on dit souvent quand on se forme, c'est pour changer de métier, c'est pour changer de profession, donc automatiquement, il faudrait faire quelque chose qui diffère de ce qu'on fait actuellement. Non, ça peut tout à fait être une formation qui justement va permettre à la personne d'améliorer son niveau de compétence, d'accéder à un niveau supérieur de qualification ou d'obtenir une formation qui est obligatoire pour l'exercice du métier. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dispositif, c'est que Transition Pro, c'est vrai qu'on nous connaît souvent sur l'autre dispositif, qui est le dispositif PTP, et on nous associe souvent en tant qu'on a l'image du financeur. Dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, nous n'avons pas vocation à financer quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'en amont, avec l'accompagnement, la co-construction avec le CEP, il faudra que la personne ait bien envisagé les modalités de l'ingénierie financière de son projet. Alors certes, les gens, la plupart des salariés ont un CPF avec un petit capital dessus, mais des fois, ce n'est pas suffisant pour pouvoir financer l'ensemble du cursus. Donc, est-ce que ça sera de l'autofinancement? Est-ce que la personne pourra compter sur des financements annexes, Pôle emploi, par exemple? Point d'interrogation. Donc, voilà, ça, c'est des questions qu'il faut répondre en amont, et d'où l'importance de voir le CEP, bien sûr, avant d'envisager la démission effective. Tu as précisé là sur ton document qu'il y a des cas de non-éligibilité. C'est vrai que quand on demande à une commission de statuer du caractère réel et sérieux, la moindre des choses, c'est que la formation envisagée ne soit pas démarrée avant qu'on puisse donner cet avis. Et de l'autre côté, Pôle emploi non plus peut se demander, mais bon, pourquoi démissionner pour quelque chose qui a déjà commencé? Donc, attention à ne pas commencer avant d'avoir cet avis du caractère sérieux et de s'être inscrit aussi chez Pôle emploi. Donc voilà, ça c'est les éléments. Maintenant, qu'est-ce qui va… La commission paritaire donc de Transition Pro qui se réunit tous les mois, en général, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, tous les débuts de mois, lorsque la demande est complète et formulée par le biais de ce dossier dématérialisé, lorsqu'elle nous arrive, on a 2 mois pour donner notre avis, l'avis sur du caractère réel et sérieux. Bon. En général, on essaie quand même d'être proactif et de répondre le plus rapidement possible. Qu'est-ce que la commission va apprécier? Elle va apprécier la cohérence du projet. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? C'est ce projet, il n'est pas né de rien. Il y a des éléments déclencheurs, il y a des éléments du parcours personnel, des éléments du parcours professionnel, même du extra-professionnel. Qu'est-ce qui a amené ce choix et pourquoi ce choix aujourd'hui et pourquoi ce dispositif par rapport à d'autres? Puisqu'on sait qu'il y a plein d'autres dispositifs. Donc, c'est toute cette explication qu'il va falloir apporter pour que quelque chose qui paraît implicite pour la personne, tellement naturel, c'est mon projet, etc., mais tant que c'est dans l'implicite, c'est-à-dire tant que c'est dans le cœur, dans la tête, ben, c'est pas explicite. Et donc, il va falloir en apporter tous ces éléments de compréhension et donc d'appréciation. La pertinence, c'est la pertinence du cursus de formation. La personne donc, va expliquer pourquoi elle quitte une situation A pour aller vers une situation B et elle a décidé de passer par un chemin qui est le chemin de la formation. On le rappelle, hein, la formation, c'est pas la finalité. La formation, ce n'est que le moyen
pour arriver à une destination. Quand on part en voyage, la finalité, c'est pas prendre l'avion, c'est de profiter du temps de vacances qu'on aura sur place. Donc, cette pertinence, pourquoi on a choisi cet organisme de formation? Pourquoi on a choisi ce cursus-là et pas un autre? Est-ce que parce qu'on a fait un comparatif entre différentes propositions et on a choisi le mieux faisant, celui qui offre le plus de garanties par rapport à quoi? En termes de contenu, de programme, mais peut-être aussi parce qu'il est individualisé, personnalisé, et puis surtout le plus pertinent vis-à-vis des recruteurs. Si on fait une formation, c'est autant pour soi, mais c'est aussi autant que pour les recruteurs et les attentes du marché. Donc, c'est tous ces éléments qui vont permettre d'apprécier du projet de la personne et puis aussi être capable d'en parler de ce métier. Souvent, on dit je veux être, comme si c'était évident que d'être tel ou tel métier. On sait très bien que la réalité d'un métier peut différer d'un contexte à un autre. Et donc, qu'est-ce que la personne en connaît aussi de ce métier? Qu'est-ce qu'elle peut en dire? Est-ce qu'elle en a apprécié les conditions de travail, les conditions salariales? Il est tout à fait respectable qu'un cadre quitte un emploi où les conditions sont confortables pour aller vers des métiers manuels, par exemple. Mais bon, il faut comprendre qu'il va y avoir peut-être une perte de salaire. Est-ce que cette perte de salaire a été anticipée, appréciée? Après, c'est le choix de la personne. Si elle veut aller vers peut-être plus de sens, plus de choses qui ont plus d'intérêt pour lui, libre à lui, mais est-ce qu'il en a apprécié les implications sur sa situation personnelle, sa situation matérielle, sa situation financière? Donc, c'est tous ces éléments, alors je les ai peut-être mis dans le désordre, hein, mais c'est en tout cas ces 4 critères voilà, de compréhension du projet, du caractéristique du métier souhaité, des modalités de formation retenues et puis surtout donc, des perspectives d'emploi à l'issue. Et donc là, l'apport du CEP me semble fondamental. Je veux dire, c'est quand même ce service gratuit, impartial, neutre, voilà, qui permet à des personnes, des salariés d'être accompagnés, de ne pas être tout seuls et d'affirmer leur choix avec plus de force et de conviction vis-à-vis en tout cas de la commission qui va prendre une décision. Voilà ce qu'on peut dire sur le démission. Alors, tu vois, je crois que je suis allé déjà plus vite que le diaporama. Je pense que, bon, voilà, ça résume bien tout ce que j'ai pu déjà présenter. Notamment aussi, s'il y a justement un cofinancement, hein, s'il y a un reste à charge sur le cofinancier, je crois qu'il est important aussi que la personne puisse se dire, bon, je sais que ça coûte plus cher que ce que j'ai moi sur mon compte, mais j'ai pu avoir déjà des garanties d'un financeur où je suis prêt à autofinancer le delta, où ce cursus rentre dans des actions, notamment qui sont mis en œuvre via le conseil régional, par exemple. Donc c'est important d'apporter cette information. Tout ce qui va illustrer, tout ce qui va expliquer, tout ce qui va argumenter, tout ce qui va renforcer, je veux dire, est bienvenu. Donc, c'est vrai que dans le formulaire que tu as présenté, souvent on nous dit oui, il n'y a pas beaucoup assez de place. Ben, rien n'empêche de mettre des documents annexes qui viennent appuyer et étayer la demande qui est présentée à la commission. Voilà. Bon, je crois que je ne sais plus combien on est, je crois qu'à des chiffres, je ne sais plus, je les ai plus en tête, tiens, d'acceptation. Oui, tu voulais répondre à la question. Le pourcentage de dossiers validés en Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 90%, hein, ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et dans les 10 qui ne sont pas pris en première lecture, souvent après échange avec le CEP ou avec nos services, les gens apportent les éléments d'information qu'ils avaient, mais qu'ils ne pensaient pas judicieux de présenter. Donc, je pense que même en deuxième lecture, on fera sûrement les 95%. Ah oui, je pense, oui.
Oui, ouais, tout à fait. Il n'y a pas d'engagement financier, encore une fois, sur la décision de transition pro. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est juste s'assurer que le projet est cohérent, qu'il est maîtrisé, que les coûts, les surcoûts éventuels ont été anticipés et que le projet permettra un retour à l'emploi assez facile. Alors, la perspective d'emploi, c'est vrai de ne pas rester non plus sur des grandes généralités. Quand on dit il y a du travail dans ce domaine-là, sûrement, mais du travail où? Parce qu'il peut très bien y avoir du travail à Paris, mais pas forcément à Bordeaux, à Limoges, à Niort, que sais-je. Donc, apporter des éléments qui démontrent aussi de l'emploi en local. Et de bien montrer qu'il y a un lien entre la formation choisie et les offres d'emploi. C'est vrai que sur un dossier que j'ai vu récemment, la personne a apporté des éléments montrant qu'il y avait du travail dans ce domaine-là, via des offres d'emploi, mais toutes les offres d'emploi qu'elle présentait, c'est conditions exigées, c'est Bac+2. Et elle-même choisissait une formation qui était niveau bac. Ah oui. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'est le bon chemin pour aller vers ces offres d'emploi qui, a priori, c'était sa cible. Donc il faut penser qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, mais aussi qu'est-ce que je veulent aussi les recruteurs. Parce que l'objectif, c'est demain d'aller frapper à leur porte et présenter ces candidatures avec l'apport de cette formation complémentaire. Donc voilà, donc bien aussi travailler sur cette perspective d'emploi, cette employabilité, comme on dit. Mais bon, avec l'apport du CEP, tout ça, c'est… Exactement. Mais ça demande du temps. Je crois que ça va être une des conclusions, c'est que les choses ne se font pas dans l'instant, dans l'immédiat, et qu'il faut se donner du temps pour préparer ce beau voyage qui est de la reconversion professionnelle. Sur la création d'entreprise. Alors, là encore, attention, l'entreprise ne doit pas être créée avant. Il y a certaines situations qui sont, on ne sait pas si c'est de la création d'entreprise ou du salariat, notamment tout ce qui est création, portage salarial, KE, etc. Donc là, c'est des statuts qui ne rentrent pas dans le dispositif. Donc, si on élimine ces cas de figure, si on fait ça bien step by step, en suivant bien les étapes, donc création d'entreprise, deux cas de figure, on l'a dit tout à l'heure, avec ou sans formation préalable. Par contre, même le statut d'auto-entrepreneur, la micro-entreprise peut être envisagé. Alors attention quand même, quand on fait ça en association, parce que la règle est claire. Il faut que la personne qui démissionne soit en situation véritablement de gestion, de management, d'autonomie et de responsabilité. Donc, lorsqu'on crée une entreprise à plusieurs, attention à ce que les parts de la société soient réparties de façon égalitaire. Voilà, donc on peut être à 51-49, 51 pour celui qui fait la demande d'émission ou de conversion. On peut être à 50-50, mais on ne peut pas être à 49-51 parce qu'on n'est pas en situation de complète responsabilité de gestion, d'autonomie. Voilà. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a régulièrement des dossiers comme ça qui arrivent et qu'on accompagne et c'est bien de le redire. Il faut au minimum 50% ou la moitié des parts ou une part qui permet de prendre des décisions. Si on est 3, 33%, voilà, si on est 4, 25%, etc. On a une question qui est importante aussi. Donc, dans le cas d'une reprise d'entreprise, hop, je vais la mettre en avant. Si l'entreprise cible ne se trouve pas en Nouvelle-Aquitaine, mais dans une autre région, le dossier peut-il tout de même être déposé en Nouvelle-Aquitaine? Tout à fait. Tout à fait. C'est pas la région qui va statuer, c'est la région des domiciles. Maintenant, le projet, il peut être partout sur le territoire métropolitain. Le projet peut être partout. Par contre, ce qui est très important, c'est que le CEP et le transition pro soient dans la même région. Dans le cas du CEP, on va le voir tout à l'heure, mais on peut prendre rendez-vous avec le CEP de la région où on travaille ou de la région où on habite.
Donc, si on habite en Nouvelle-Aquitaine et qu'on veut être accompagné par un CEP Nouvelle-Aquitaine, il faudra déposer le dossier démissionnaire aux transitions pro de Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas finalement le lieu où le projet aura lieu par la suite qui va compter, c'est vraiment le CEP de transition pro de la même région qui doivent concorder. Il ne faut pas oublier les frontaliers, ceux qui sont juste dans une région et travaillent dans une autre. Et ça peut se trouver. Et ce n'est pas gênant, simplement, il faut être vraiment cohérent. Il faut que ça matche. Même CEP, même transition pro, la même région. Très bien. Hop, on continue sur les critères de la commission. Ça va être les mêmes, c'est le même niveau d'appréciation. Encore une fois, c'est la cohérence. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui est salarié, qui du jour au lendemain se décide à créer une entreprise? Donc des éléments personnels, sûrement, des éléments professionnels, des opportunités, donc tout ça, il faut le rendre visible. Et montrer qu'il y a du sens et qu'il y a du lien, qu'il y a un fil rouge, que les choses… souvent, les personnes ne font voir que la partie visible de l'iceberg, alors que, en fait, ce projet, il s'appuie sur tout un socle. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut rendre visibles. Donc, après, il y a des choses qui sont, on va dire, naturelles. Je veux dire, un ouvrier maçon depuis des années qui aujourd'hui crée son entreprise de maçonnerie, on voit bien que c'est dans l'évolution naturelle. Mais malgré tout, prendre le temps d'expliquer, de rendre visible. Donc sur la pertinence, c'est bien expliqué la faisabilité, la viabilité. Créer une entreprise, ça veut dire qu'on change de statut, on n'est plus salarié, donc ça veut dire qu'on va quitter peut-être la sécurité. La sécurité, on ne peut pas penser financière, mais il y a d'autres sécurités. La sécurité, par exemple, de la protection sociale, de la capitalisation de sa retraite, de sa propre assurance professionnelle. Quand on est salarié, c'est l'entreprise qui est responsable, mais là en tant qu'indépendant, on va en assumer toutes ces responsabilités, toute cette prise de risque qui, logiquement, doit permettre de mieux gagner. On le sait. Mais donc, c'est des choses qu'il va falloir que la personne va devoir montrer qu'elle en a apprécié tous les impacts, les implications, les conséquences que vont avoir ce choix, sa situation personnelle et puis et familiale. On sait beaucoup que ceux qui ont réussi dans leur création d'entreprise, c'est qu'ils ont eu beaucoup le soutien de leur entourage. Donc toute cette séance sur la faisabilité après, bien sûr, ça va être aussi la visibilité financière. Je veux dire, quand on crée une entreprise, il y a des investissements. Est-ce que la personne en a déjà le capital en fonds propres, ou alors est-ce qu'elle va devoir faire appel à des emprunts complémentaires, des prêts d'honneur? Est-ce que la personne a pu aller rencontrer un banquier, des institutions, chambre de métier, chambre de commerce ou justement chambre d'agriculture pour avoir certains prêts qui vont venir permettre justement de financer ce projet de création. Et puis après, ça va être la viabilité. La viabilité, c'est-à-dire qu'une entreprise s'apprécie avec un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va permettre de dégager un résultat. Est-ce que ce résultat est positif? Et surtout, est-ce que ce résultat va permettre à la personne de se dégager aussi des ressources, de revenus de dirigeants? On ne va plus parler de salaire, on va parler de revenus de dirigeants qui vont lui permettre d'assurer tout ce qui est de sa vie quotidienne, de ses charges personnelles. Avec des fois des choses étonnantes, parce que c'est facile de mettre des chiffres dans des colonnes et sur des lignes. Et d'arriver à un total positif. Mais quand je vois des fois des points morts
à 485 jours, je dois juste rappeler à la personne qu'une année n'a que 365 jours. Donc, d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner par des experts. Un CEP peut être un expert, tout à fait. On a des conseillers qui sont tout à fait qualifiés pour pouvoir accompagner des personnes sur la question de la créa, du business plan d'études de marché. Mais par contre, il y a aussi d'autres structures et on peut s'appuyer sur d'autres experts. Qui accompagnent ce qu'on dit les porteurs de projets. C'est comme ça le terme. Les experts comptables aussi peuvent proposer gratuitement une prestation. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres ressources. Il y a des associations, il y a même des anciens chefs d'entreprise qui peuvent aussi accompagner. Enfin, en fonction des territoires, il y a plein d'initiatives locales pour justement accompagner les porteurs de projets et puis aussi certaines porteuses de projets, parce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour ces dames qui voudraient créer leur entreprise. Donc, la viabilité, on va l'apprécier au travers d'un plan de financement, ce qu'on appelle communément un business plan sur 3 ans. Et on va aussi apprécier les moyens que la personne, est-ce que la personne a bien anticipé tous les moyens nécessaires à la création de son entreprise. Donc voilà, je veux m'installer chez moi à faire de la pâtisserie. Automatiquement, on pense hygiène, sécurité, local, laboratoire, matériel. Donc, est-ce que la personne a pensé à tout ce qu'elle aura besoin en termes de moyens et de ressources. Donc, et puis d'essayer de donc ça, c'est l'étude de marché. On aurait dû peut-être commencer par là d'ailleurs. C'est que si on se crée une activité indépendante, c'est qu'on estime qu'il y a un marché, qu'on peut apporter quelque chose qui n'existe pas ou de complémentaire, ou en tout cas un marché qui est en développement. Donc ça veut dire qu'on a fait à la fois l'étude de la concurrence, qui sont mes concurrents sur mon territoire, qu'est-ce plus-value je vais apporter par rapport à mes concurrents, et puis surtout, est-ce que j'ai des clients? Alors, les clients peuvent avoir, on dit oui, il y a des besoins. Moi, les besoins, j'entends qu'il peut y avoir des besoins. Moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est ce qu'il y a de la demande. C'est-à-dire surtout, est-ce que les clients potentiels sont prêts à payer voilà, sur la prestation que je vais choisir. Donc, ça demande tout un travail préparatoire d'études de marché. Et là encore, il y a même des sites, je pense à BPI Création, qui donnent de très bons conseils sur la création d'entreprise et qui précisent la méthodologie, qui parlent de canvas modèle, des choses comme ça, des choses un peu barbares, mais qui sont, à mon avis, très, très intéressantes. Je veux dire, voilà, quand on part à l'étranger, on s'assure que il faut qu'on a bien les bons vaccins, qu'on a bien son passeport à jour, que on sait que sur certains territoires, il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres pas faire. Je veux dire, c'est une création d'entreprise. Encore une fois, c'est une préparation sur un beau voyage, donc il faut pas louper ce voyage-là. Ça se prépare bien. Ouais. C'est en tout cas le mot d'ordre. Hein, tu l'as dit. Hein, on va essayer de minimiser les risques pour maximiser les chances. Donc c'est la punchline de Pascal Perret. Mais elle est très juste. L'objectif, c'est de pas dire non aux gens. L'idée, c'est de leur permettre justement de réussir et donc d'apprécier ce caractère réel et sérieux, et que des fois, oui, on va dire non, mais peut-être que c'est un non pour justement continuer à développer son idée de son projet, complété par des démarches. C'est peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait mature. Et c'est pas un non pour toujours, c'est non là pour le moment, avec de toute façon toujours des recommandations. Si jamais le dossier était dans les quelques pourcents de dossiers non recevables, il y a toujours un échange, il y a de l'humain quand même derrière Transition Pro qui pourra expliquer pour quelle raison la commission à ce stade ne présente pas le dossier ou préfère dire non parce que c'est pas encore mature.
On est dans une démarche constructive quand même. Voilà, je dirais c'est pas maintenant, mais ça ne veut pas dire non à jamais. Non, voilà. Merci Pascal pour ces précisions sur les éléments de constitution du dossier et pourquoi est-ce que les dossiers vont être acceptés plus que d'autres. On l'aura bien compris dans le cadre de la formation, dans le cadre de la créa. Donc, une fois que Transition Pro remet l'attestation indiquant le caractère réel et sérieux du projet, on peut aller s'inscrire à Pôle emploi. Donc, on a 6 mois pour aller s'inscrire à Pôle emploi avec ce document-là, après la validation de la commission. Et il faut savoir que Pôle emploi contrôlera au bout de 6 mois si vous avez bien engagé les démarches pour lesquelles vous aviez constitué votre dossier d'émission. Donc, est-ce que le projet de création a été lancé? Ça y est, l'entreprise existe. S'il y avait un projet de formation, est-ce que la formation a pu démarrer? Enfin, voilà, il faut pouvoir montrer à Pôle emploi que vous avez bien joué le jeu. L'objectif de la démarche, c'est quand même d'atteindre un nouvel objectif. Où est-ce que vous en êtes à ce stade? Donc, 6 mois après notre attestation, ça laisse le temps de faire les préavis, notamment quand on est cadre et qu'on a 2 mois, 3 mois de préavis, mais surtout après 6 mois après l'inscription à Pôle emploi pour vraiment mettre en œuvre son projet. Donc, en gros, il faut que le projet soit mis en œuvre dans l'année. C'est ça, exactement. Et donc, attention, Pôle emploi peut prononcer des sanctions si jamais vous n'avez pas mis en œuvre votre projet. Alors, en résumé, on n'oublie pas de solliciter son conseiller en évolution professionnelle et je vais détailler un peu plus en détail ce qu'est le CEP par la suite. On obtient le caractère réel et sérieux de son projet. On peut s'inscrire à Pôle emploi comme demandeur d'emploi et on doit démarrer son projet. Et donc, on sécurise au maximum en prenant rendez-vous le plus tôt possible, encore une fois, avec le conseiller en évolution professionnelle. On voulait juste vous donner, alors c'est des éléments de chiffres très locaux pour nous, puisqu'on parle que de la Nouvelle-Aquitaine, mais pour vous donner des tendances, donc en 2020, sur la première année finalement d'existence de ce dispositif, c'était 1050 salariés qui ont obtenu le caractère réel et sérieux de leur projet par Transition Pro en Nouvelle-Aquitaine, et on voit qu'il y a quand même une forte prédominance des projets de création d'entreprise, dont certains avec formation, mais voilà, on est sur 34% de projets de reconversion et une majorité, 66% de dossiers plutôt de création. Et on a complètement explosé ces chiffres en 2021. On n'a pas les chiffres consolidés, l'année n'est pas finie, mais on a largement dépassé ce nombre-là en 2021. Donc on voit bien que c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui est de plus en plus sollicité. Mais encore une fois, il existe, mais il y a des critères. Donc, c'est important pour nous de bien vous mettre en visibilité, notamment les critères d'accès et d'ancienneté. Alors, pour répondre juste aux questions que je vois avant de vous parler du CEP, donc oui, en tant qu'assistante maternelle, vous avez la possibilité de recourir au conseiller en évolution professionnelle. Vous avez évidemment plusieurs employeurs qui sont des particuliers, mais c'est pas du tout un souci. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nos services. On touche le chômage combien de temps après la démission? Ça, c'est plus à la main de Pôle emploi. On est moins bien placé que Pôle emploi. Il y a toujours des délais de carence, parce que en fonction des congés. Il y a une semaine aussi obligatoire de carence, c'est ça. Donc, c'est pas tout de suite. Enfin, ça va dépendre. C'est difficile pour nous de répondre parce que là, pour le coup, c'est la partie de Pôle emploi. Donc, on est désolé de ne pas pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus. Et donc, cette question-là, si le dossier est validé par Transition Pro, Pôle emploi a-t-il l'obligation de prendre en charge immédiatement les indemnités? Alors, le côté immédiatement, voilà, on vient de le dire, il peut y avoir effectivement des délais de carence en fonction du nombre de jours de congé qu'on vous paye en fait au moment de votre solde de tout compte. Néanmoins, Pôle emploi ne remet pas en cause l'attestation du caractère réel. Voilà. Après, ils vont juger des démarches, des efforts mis en œuvre. Donc, voilà. Et donc, s'ils considèrent qu'il n'y a pas de démarche d'effort, c'est sûr que là, ils pourront après, à un moment donné, suspendre. Mais sinon, ils la mettent en œuvre dès le délai de carence passé. C'est ça. Hop. Et on a une question sur l'étude de marché, donc où se renseigner, car l'emploi du temps ne permet pas de pouvoir prendre facilement rendez-vous. Alors, on va parler du conseil en évolution professionnelle. En tout cas, nous, au titre du CEP, on a des horaires élargis, donc avec la possibilité de vous proposer des rendez-vous les samedis matins sur les grandes villes de nos régions. Je vais rester très générale,
je connais bien pour Nouvelle-Aquitaine, mais je sais que les autres régions Réseau EVA reçoivent aussi les samedis matins, reçoivent jusqu'à 19h30 ou 20h, entre midi et 2 et dès 8h du matin en semaine. Donc, peut-être que vous aurez la possibilité déjà d'avoir un premier conseil. Et le distanciel, c'est un peu généralisé aussi. Et le distanciel est une des modalités de prise de rendez-vous. Donc, ça peut être aussi pratique si dans votre journée, vous avez un petit créneau, ça peut être le moment de prendre rendez-vous. Allez, je déroule les éléments sur le conseil d'évolution professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions. On va tâcher de répondre à toutes les questions avant qu'on ait terminé. Vous dire que le CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public. C'est donc un processus d'appui à tout salarié indépendant qui souhaite faire le point sur leur situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Pascal l'a très, très bien vendu tout à l'heure. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est un service neutre, accessible et impartial. Même si parfois ça peut être l'employeur, pas forcément dans le cadre du démissionnaire, encore que qui vous parle du conseiller en évolution professionnelle, puisque l'employeur est tenu de le faire au travers de l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans. On a un devoir de confidentialité et donc ce qui se dit entre le CEP et le bénéficiaire, la personne qui va avoir recours au service, bien sûr, reste entre les murs ou dans le casque en cas de visio, puisqu'on l'a dit, les rendez-vous peuvent aussi se faire en distanciel. Alors, pour qui, on l'a évoqué, il y a différents opérateurs en fonction de sa situation. Le CEP, c'est un droit universel. Donc, si on est salarié ou indépendant, c'est le réseau EVA qui va vous accompagner. Si on est cadre, ce sera l'APEC. Si on est demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Si on est jeune de moins de 26 ans, ça sera la mission locale. Et puis, en situation de handicap, ce sera le Cap emploi. Mais dans le cadre du dispositif des missionnaires, sont habilités uniquement réseau EVA, APEC et Cap emploi pour accompagner sur ce type de dossier. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, quand vous allez co-rédiger le volet CEP, dans lequel vous précisez, vous décrivez tout votre projet, il y a la signature du conseiller en évolution professionnelle et ça ne peut être qu'un de ces trois-là. Et donc, nous, Réseau EVA, on va accompagner tous les salariés en contrat de droit privé, donc qui sont en CDI, en CDD, les intérimaires, les apprentis, etc., mais aussi les indépendants, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. L'objectif du CEP, ça va être d'intervenir à un moment donné quand on se pose des questions sur sa carrière professionnelle et on va toucher finalement énormément de thématiques parce que l'évolution professionnelle, ça peut être à un moment donné juste se poser, réfléchir, essayer de formaliser un souhait, un projet de formation ou de création. Et ça peut passer par le dispositif démissionnaire, mais le CEP n'intervient pas que pour monter des dossiers du dispositif démissionnaire. On peut avoir envie d'évoluer dans son entreprise ou dans sa branche professionnelle et avoir une mobilité interne, mais aussi parfois une mobilité externe. On peut avoir juste besoin d'être écouté et de faire le point. Et puis, être en arrêt de travail, être en burn-out, toutes ces situations où à un moment donné, on a besoin d'avoir le conseil d'un expert, c'est le CEP. La réponse, c'est souvent le CEP. Donc, on va toucher toutes les thématiques qui sont listées là, mais aussi bien d'autres finalement. Ça va se passer en 2 temps, c'est-à-dire que systématiquement, quand vous prendrez rendez-vous, vous aurez un premier conseil individualisé, un rendez-vous d'1h30 au cours duquel on va pouvoir écouter quelle est votre demande, quel est votre besoin. Vous délivrez un premier niveau d'information en fonction de votre besoin, donc sur les métiers, sur l'offre de formation, sur les besoins de vos territoires, sur les dispositifs de financement et les droits que vous auriez, et puis identifier avec vous les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Parfois, ça s'arrête là, le CEP, parce que ça répond à votre besoin, mais parfois, on a envie d'aller un petit peu plus loin et d'être accompagné dans la durée. Donc là, on va passer sur un deuxième niveau, un accompagnement personnalisé, où on va vous accompagner étape par étape à monter votre projet, donc à définir un plan d'action, à évaluer la faisabilité du projet. C'est dans cette deuxième phase plutôt qu'on va vous accompagner sur le montage du dispositif démissionnaire et puis à construire un plan d'action qui sera pertinent et adapté. Et on vous remettra une synthèse écrite systématiquement qui reprendra ce qui aura été vu avec votre conseiller en évolution professionnelle. Cette synthèse, elle est, encore une fois, pour vous, puisqu'on a ce devoir de confidentialité.
Sur la durée, ça peut aller jusqu'à… Alors, ça va aller jusqu'à 6 mois, voire jusqu'à 18 mois dans l'accompagnement et la mise en œuvre du projet. Mais le nombre de rendez-vous n'est pas limité, contrairement à un bilan de compétences, par exemple. Je vois qu'il y a une question sur le bilan. Dans le cadre du CEP, on va s'adapter à votre disponibilité, on va s'adapter à votre besoin, à votre niveau d'autonomie, à votre niveau de français, à votre niveau aussi par rapport à l'outil informatique, parce que bon, on l'a vu, hein, le dispositif démissionnaire, le dossier, il est 100% dématérialisé. Tout se fait sur le site de Transition Pro. Donc, parfois, il faut qu'on vous aide aussi parce que vous n'êtes pas très à l'aise sur l'outil informatique. Et c'est votre droit de ne pas être à l'aise avec l'outil informatique. Mais le CEP pourra aussi vous aider sur cet aspect-là. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. C'est un numéro unique, le 09 72 01 02 03. Une plateforme téléphonique qui va vérifier, voilà, que vous êtes bien salarié en contrat de droit privé, que vous n'êtes pas accompagné par ailleurs par un autre opérateur CEP et que vous résidez dans une des régions qui correspondent à ce numéro de téléphone, ou via notre site internet servicecep.fr. Et puis, donc la plateforme téléphonique pourra recevoir vos demandes toute la semaine du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à midi. Et comme je vous disais, donc on a la possibilité de proposer des rendez-vous en horaire élargi sur les grandes villes du territoire. Donc de 8h à 20h pour faire simple. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 19h30 et puis les samedis matins. Et les rendez-vous seront proposés donc soit en présentiel si vous avez envie d'être reçu physiquement, soit en distanciel par téléphone ou en visio. C'est vous qui décidez. En Nouvelle-Aquitaine en tout cas et dans les autres régions réseau EVA, vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez suivre nos actualités, vous pouvez suivre les événements auxquels on peut participer. On met aussi beaucoup en visibilité des articles, de la veille professionnelle. Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Facebook, LinkedIn, on a une chaîne YouTube. Et c'est la même chose pour nos collègues de Transition Pro. On est tous connectés maintenant. Donc, des chaînes Webikeo, tous les réseaux sociaux, même récemment sur YouTube. Voilà, si vous cherchez bien. La semaine dernière, il y a eu un événement auquel nous avons participé ensemble et il y a plein de replays sur YouTube. Voilà, sur la chaîne Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous nous retrouverez aussi par ce biais-là. Alors, il y a encore il y a plein de questions, mais déjà, on voulait vous remercier de votre attention sur cette partie. Puis maintenant, on va traiter toutes les questions. Est-ce qu'un CEP, c'est un mini-bilan? Moi, je dirais que le CEP, c'est pourquoi en 2 mots et sur le comment. Et le bilan serait plutôt pourquoi et le quoi. Donc, c'est vrai que la frontière, des fois, peut être… La frontière, elle peut être un peu mince parce qu'effectivement, on a des approches qui se ressemblent un petit peu et une posture qui peut être proche. Néanmoins, le conseil en évolution professionnelle permettra pas d'aller aussi loin dans l'accompagnement que ce qu'on fera dans un bilan de compétences qui durera 24 heures. Par contre, commencer par avoir recours au CEP, ça peut être une première étape intéressante pour justement évaluer un peu quel est le besoin. Et si au cours de votre premier rendez-vous CEP, on se dit que le bilan de compétences pourrait être une réponse et sera plus adapté à votre besoin parce que vous partez un petit peu plus loin sur la construction du projet, vous savez pas trop, vous avez envie de passer du temps vraiment à construire ce projet, à ce moment-là, on vous orientera sur le bilan. Et rien n'empêche ensuite, après le bilan, de reprendre rendez-vous avec son CEP pour monter le dossier PTP, dont on a parlé tout à l'heure si on a un projet de formation, le dossier démissionnaire si finalement, à l'issue du bilan, la démission semble être adaptée. Voilà. Les deux sont complémentaires. Il faut vraiment le voir comme ça. Alors, c'est pas l'homme providentiel ou la femme prévidentielle qui a réponse à tout. Elle, en tout cas, elle connaît bien son territoire et elle connaît aussi les interlocuteurs à privilégier, notamment sur la création d'entreprises. Elle peut renvoyer vers d'autres experts. Sur le marché de l'emploi, c'est pareil. Alors, personne, je crois, aujourd'hui n'est capable de connaître vraiment la réalité d'un marché de l'emploi dans sa globalité, mais par contre, d'aller vers des professionnels qui, eux, ont cette compétence, cette connaissance. Donc ça va être le rôle du CEP de dire, tenez, il y a ce lieu ressource, il y a cette personne-là qui pourrait, voilà, et puis de préparer donner toute cette méthodologie. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un sas.
Voilà, le CEP, ça peut être votre premier interlocuteur qui ensuite pourra vous aiguiller vers l'acteur complémentaire, vers un partenaire. On travaille vraiment en collaboration avec beaucoup de partenaires. Transition Pro beaucoup, mais pas que. Donc, ça peut être effectivement plus simple de se dire, je commence par passer par le CEP, et puis lui saura ensuite m'aiguiller vers les bons acteurs. Il y avait une question sur quand présenter sa démission. Donc, on a dit, 1, le CEP, Ouais. 2, l'attestation du caractère réel et sérieux de Transition Pro, 3, la démission. Après la démission, tout dépend des modalités qui sont dans le contrat de travail initial, en fonction des délais de préavis. Est-ce qu'un mois, 2 mois, Oui. est-ce que ces préavis sont négociables? Parce que des fois, ça peut se négocier. Donc, chaque cas est un peu différent. Et je dirais que la démission ne doit être envisagée qu'une fois acquis l'attestation du caractère réel et sérieux. C'est ça. Dans l'ordre, pour sécuriser, il vaut mieux quand même attendre de savoir si le projet est recevable avant de démissionner. Après, on reçoit des personnes parfois qui font pas tout dans le bon ordre. Le plus important, c'est d'avoir en tout cas bien pris rendez-vous avec son CEP avant la démission. La date vous sera demandée, la date de rendez-vous sera demandée sur le dossier, donc faites attention à ça. Et la loi dit pas 1, mais 2, 3. Non. Nous, on conseille quand même que la démotion en 3. On a un peu répondu déjà à cette question, à savoir est-ce que le CEP connaît le marché du travail dans sa région. La réponse est oui. Les conseillers qui exercent, alors en Nouvelle-Aquitaine, on en a 114, sont tous des conseillers aguerris. Tous les CV sont validés par notre commanditaire France Compétences. Ils ont tous un certain nombre d'années d'expérience sur leur territoire, donc ils connaissent le marché du travail et on les acculture aussi et on a une veille professionnelle auprès d'eux. Ils suivent des webinaires et ils se professionnalisent tout au long de l'année. Donc l'objectif, c'est de les alimenter. Et on travaille beaucoup aussi avec les OPCO et les branches professionnelles pour leur apporter de l'information de manière à ce qu'ils soient en capacité d'accompagner des personnes en lien toujours quand même avec le territoire. Durée maximale du CEP, on l'a dit, c'est 6 mois sur un deuxième niveau d'accompagnement et jusqu'à 18 mois maximum. En sachant qu'on peut prendre rendez-vous avec son CEP plusieurs fois, en fait. Chaque fois qu'on a une demande, qu'on a un besoin, on peut reprendre rendez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça restera toujours gratuit. Le bilan de compétences n'est pas obligatoire. On orientera sur un bilan si on juge que c'est nécessaire pour vous, mais évidemment, il n'y a aucune obligation. Est-ce que le CEP peut accompagner aussi pour une rupture conventionnelle? Évidemment. On accompagne pour toutes les thématiques qui touchent à la carrière et on s'adapte à votre besoin, donc aucun souci là-dessus. Si finalement la rupture conventionnelle est plus adaptée que mobiliser le dispositif démissionnaire, donc de toute façon, on vous accompagne en fait en fonction de votre besoin. Je dirais que là, c'est pas tant l'accompagnement à la rupture, c'est l'accompagnement au reclassement externe. Oui, c'est ça. Voilà, à préparer la suite. De préparer la suite, la rupture n'étant que le moyen de se libérer de son contrat de travail parce qu'on a trouvé quelque chose de plus intéressant ailleurs. Tout à fait. Les conseillers en évolution professionnelle sont des indépendants? Non. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, on n'a que des salariés, que des conseillers qui sont salariés. Réseau EVA, c'est un groupement de structures et qui emploie des conseillers qui sont tous sous contrat. Pas d'indépendants en Nouvelle-Aquitaine. Peut-on être en arrêt de travail pour faire le processus démissionnaire? Alors, en arrêt de travail, nous, on continuera à vous accompagner de toute façon, puisque vous êtes bien sous contrat, même si vous êtes en arrêt, donc pas de souci là-dessus. Et on l'a vu dans les critères d'ancienneté, le fait d'être en arrêt de travail vous permet de continuer à cumuler votre ancienneté, les 1300 jours qui sont demandés sous 60 mois. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, il y aura sûrement des choses à regarder par rapport à votre date de fin d'arrêt, parce que si vous êtes en arrêt, vous ne pourrez pas vous inscrire à Pôle emploi. Donc, il faudra faire attention à ce type de choses-là et à bien l'anticiper pour pas que vous vous retrouviez à démissionner et puis pas pouvoir vous inscrire à Pôle emploi, pas pouvoir... Une question intéressante. Comment devient-on conseiller en évolution professionnelle? Alors, comment on le devient? Il faut candidater. On a des critères, donc comme je vous l'évoquais, France Compétences valide tous les CV de nos conseillers. Les critères, c'est d'avoir minimum un niveau Bac plus 2. Si on a un Bac plus 2 dans le domaine de l'accompagnement, de l'insertion, de l'orientation, on va vous demander d'avoir une année d'expérience dans l'accompagnement de public.
Si vous avez un bac+2 qui est dans un autre domaine, on vous demandera d'avoir 3 ans d'expérience dans l'accompagnement public. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, on a une adresse générique que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux si vous souhaitez nous faire parvenir une candidature. Pas de souci là-dessus. Par contre, les critères sont vraiment très stricts. Si vous ne remplissez pas ces critères-là, malheureusement, on ne pourra pas vous recruter. Et attention, on prend quand même des formations qui sont reconnues et qui sont certifiantes. Donc faites attention aussi, si vous vous engagez sur une formation, n'hésitez pas à prendre peut-être rendez-vous avec un CEP avant pour être sûr que la formation que vous voulez suivre, elle sera reconnue par la suite. Est-ce qu'on a fini sur les questions? Je crois qu'on a terminé de balayer toutes les questions. Eh bien, super. On a répondu à tout. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. On espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à revoir, si besoin, ce webinaire en replay, à vous rendre sur le site démission-reconversion.gouv.fr, le site du service CEP et le site de Transition Pro. Et je pense que là, vous aurez tout. Oui, vous y trouverez aussi des témoignages sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet si vous voulez savoir un petit peu comment le dispositif a été mobilisé. Non, je voulais dire qu'il y a d'autres dispositifs que Transition Pro gère. Donc, ne pas hésiter à aller sur notre site et puis aussi à se renseigner sur ces autres dispositifs via le conseiller en évolution professionnelle. Vraiment un service, une mission publique qui est quand même, je crois qu'on est les seuls à l'avoir en Europe. Oui, on peut le dire. Hein. Voilà, on parle toujours mission de service public, santé, sécurité, protection. Là, c'est un service pour des personnes, donc des salariés, des indépendants, pour être accompagnés dans leur transition, leur évolution. Donc, à utiliser sans modération. Exactement. Et autant que de besoin. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.